Eh bien, effectivement, le monitorage, en fait, c'est la partie manquante encore du monitorage de l'anesthésie, puisqu'on dispose depuis plusieurs temps d'un monitorage efficace de l'hypnose, de la curarisation, mais pour la nociception, eh bien, c'était encore en voie de développement, mais aujourd'hui, cette lacune est tout à fait comblée, puisqu'on dispose de 4 systèmes commercialisés pour monitorer la douleur, ou plus exactement, non pas la douleur, mais ces systèmes vont monitorer la réponse du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, à une stimulation nociceptive. Alors, ces 4 systèmes, les voici. Vous avez l'ANI qui va traquer le système nerveux autonome au niveau du nœud sinusal, la pupillométrie qui va le traquer au niveau de la pupille, le SPI et le tout dernier, le NOL, qui vont utiliser la plétismographie au niveau de l'index. Alors, comment ces systèmes fonctionnent? L'ANI analyse la variabilité respiratoire de la fréquence cardiaque qui dépend, cette variabilité dépend du tonus parasympathique et va afficher un indice qui est l'ANI de 0 à 100 et qui est le reflet du tonus parasympathique. Donc plus l'ANI est élevé, plus le tonus parasympathique est élevé et plus le patient est dans une situation de confort. Sous anesthésie générale, lorsque, par exemple, l'ANI est entre 50 et 70, on considère que l'analgésie est adaptée. En dessous, il y a une nociception plus ou moins sévère, donc il faut augmenter les doses des analgésiques précisément. Et au-delà de 70, il y a une possibilité de réduire l'analgésie et donc d'adapter comme ça le traitement aux besoins du patient. La pupillométrie utilise une caméra infrarouge qui va traquer le diamètre de la pupille et ses variations en temps réel. On sait qu'en cas de nociception, la pupille se dilate. Si cette dilatation est modérée, inférieure à 13%, eh bien, on considère que l'analgésie est adaptée. Au-delà de 13%, l'analgésie est insuffisante. Cette caméra permet aussi de délivrer un stimulus nociceptif calibré pour pouvoir tester la réactivité à n'importe quel moment. Le SPI, ou Surgical Plate Index, analyse en fait l'amplitude de l'onde de pouls au niveau du doigt et la fréquence cardiaque. Lorsqu'il y a un stimulus nociceptif, on sait que cette amplitude va diminuer et que la fréquence cardiaque va augmenter. Et donc le SPI, d'après ce calcul, va augmenter. Donc un SPI supérieur à 50 traduit une analgésie insuffisante. Et lorsqu'il est entre 20 et 50, on considère que l'analgésie est adaptée. Et puis le dernier arrivé, le NOL, ou Nociception Level Index, va analyser également au niveau de l'index l'onde de pouls, mais aussi d'autres paramètres comme la fréquence cardiaque et leur variabilité en temps réel, la conductance cutanée aussi, mais aussi la température du doigt. Et il va faire un mix avec tous ces paramètres-là et nous donner un indice qu'on appelle le NOL, entre 0 et 100. De 0 à 20, l'analgésie est considérée comme adaptée et au-dessus de 20 comme insuffisante. Alors voilà pour ces technologies-là, mais aujourd'hui, en l'état actuel de la recherche, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Eh bien, on peut affirmer que ce monitorage est plus fiable que les signes cliniques habituels, fréquence cardiaque, pression artérielle, pour détecter un stimulus nociceptif. Ceci est illustré par ce travail où on a appliqué un stimulus nociceptif calibré à l'index des patients, et puis on a regardé ce que faisait, en pointillé ici, la fréquence cardiaque, la pression artérielle moyenne et le BIS, et les indices de monitorage, ANI, SPI et pupillométrie. Donc vous voyez sur ce schéma que, aussi bien lorsque le patient est sous propofol seul ou propofol et rémifentanil, eh bien, la discrimination des indices de monitorage est toujours meilleure que celle des signes cliniques. Avec, par exemple, dans cette situation-là, les signes cliniques qui font aussi bien que pile ou face. Donc cette meilleure discrimination permet aujourd'hui de mieux ajuster l'analgésie péropératoire, avec comme conséquence possible une diminution de la douleur post-opératoire, une diminution des morphiniques également post-opératoire, de la consommation morphinique, et une diminution de la douleur chronique. En tout cas, il y a au moins une étude qui a montré déjà ce bénéfice.
Il y a d'autres bénéfices, bien entendu. Par exemple, le monitorage vous permet de tester l'efficacité d'une ALR chez un patient sous anesthésie générale. Donc, par exemple, en pédiatrie, c'est tout à fait intéressant, mais même chez l'adulte également, si vous n'avez pas eu le temps de tester votre ALR avant l'anesthésie générale. D'autres applications aussi qui demandent un peu plus de confirmation, comme la prédiction de la douleur au réveil ou la prédiction de l'hypotension après une rachianesthésie, et bien d'autres domaines. On n'a pas le temps de tous les citer aujourd'hui, mais on peut en discuter. Bien sûr, comme tout système, il a ses limites. Elles sont plus nombreuses que ça, mais j'ai mis les principales, celles qui vraiment posent problème au bloc opératoire, c'est-à-dire d'abord les arythmies, c'est-à-dire les patients arythmiques ou qui ont un rythme non sinusal, électro-entraîné ou pacemaker. Et puis, il y a des interférences médicamenteuses qui sont nombreuses, mais qu'on doit connaître et bien gérer. En conclusion, aujourd'hui, on a un système qu'on peut dire tout à fait performant pour la détection des stimuli nociceptifs, qui est utile en péropératoire et qui va améliorer la qualité de l'analgésie de nos patients. Je vous remercie de votre attention. Merci Georges pour cet exposé très clair et très synthétique. J'ai appris plein de choses. Et le quiz, je vais vous donner donc les réponses au quiz qui étaient associées à ton topo. C'était: est-ce que les signes cliniques tachycardie ou hypertension sont aussi efficaces que le monitorage pour détecter un stimulus nociceptif? Donc la question c'était vrai ou faux. Et nous avons faux dans 80% des cas. Alors c'est très drôle parce que ça a bougé en fonction de la présentation. Ça avance. On était parti de 30%, on est arrivé à 80%. Donc maintenant je pense qu'on a convaincu. Le message est passé. Oui, c'est important ça, de dire qu'on peut être anticipé en fait finalement. Bien sûr, on peut anticiper et puis surtout, il faut se déshabituer parce que pendant des années, on n'avait pas autre chose. Et donc, on a géré comme on a pu l'analgésie en suivant la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Mais ces outils, le principal intérêt, c'est que ces outils nous ont donné aujourd'hui la possibilité de voir qu'ils sont beaucoup plus précoces et beaucoup plus sensibles pour détecter la nociception. Et donc, on va mieux adapter l'analgésie, éviter le surdosage, parce que ça, on sait que le surdosage, par exemple, en opioïdes, va entraîner probablement des douleurs peut-être plus intenses en post-opératoire. Donc, on va vraiment adapter l'analgésie aux besoins de chaque patient. Ah, très bien. En fait, tu nous donnes envie. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir ces outils au bloc opératoire. Ils sont pas partout. Oui. On n'en a pas quand on n'en a pas dans toutes les salles. Mais comment choisir son matériel? Quels sont les conseils que tu donnerais d'experts? Alors, le choix vraiment doit se faire au cas par cas, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un système qui est meilleur que l'autre. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Le choix se fait d'abord selon, on va dire, deux critères. Le type d'équipement de monitorage standard qu'on a au bloc opératoire, parce que si vous êtes, par exemple, équipé en moniteur de chez General Electric, le SPI est un système captif. Donc, vous pourrez vous équiper plus facilement en SPI. Pour les autres monitorages, il faut regarder un petit peu le type de chirurgie qu'on utilise, parce qu'il y a des limites. Si vous faites de la chirurgie, par exemple, tête et cou, il y a la pupillométrie qui a besoin d'un accès à l'œil, ne sera pas adapté. En revanche, si vous avez des patients arythmiques, la pupillométrie, c'est le seul système qui fonctionne chez les patients arythmiques. Voilà. En pédiatrie, par exemple, l'ANI est validée même chez les tout petits enfants. Les autres systèmes sont moins validés ou non utilisables chez l'enfant. Voilà, donc c'est un petit peu en fonction de l'activité qu'on a, en fonction de l'équipement qu'on a. Peut-être combiner les deux, un, deux, ça serait peut-être intéressant. Voilà, l'idéal, c'est de combiner pour recouper un tout petit peu les insuffisances de chaque technique. Deux techniques complémentaires pourraient couvrir quasiment l'ensemble des indications. Et dans les limites, quand on utilise des vasoconstricteurs, de l'atropine, etc., est-ce qu'ils ont tous les mêmes problématiques? Est-ce qu'ils sont fiables? Alors, ils sont tous sensibles, bien sûr. C'est la réponse du système nerveux autonome. Donc, à chaque fois qu'on utilise un médicament qui va interagir avec le système nerveux autonome, on va avoir une modification du signal, mais cette modification n'est pas très gênante. À partir du moment où on connaît sa durée. Le médicament le plus embêtant, c'est l'atropine parce que sa durée d'action est assez longue, mais les bolus d'éphédrine, de phényléphrine, ou lorsqu'on utilise des perfusions continues, ne vont pas perturber très longtemps le signal. On sait qu'on vient d'injecter, que le signal va bouger, mais il va revenir à son niveau de base et nous permettre de poursuivre l'adaptation du traitement. Alors là, j'ai une question des spectateurs qui me demandent, en fait, quelle est la courbe d'apprentissage? Est-ce que pour savoir utiliser ces outils? Alors c'est très rapide, évidemment. Le mieux c'est d'être accompagné au départ, mais ça, beaucoup de gens, les sociétés vous accompagnent là-dessus. Mais la courbe d'apprentissage est très très rapide. Ce qui est important aussi, c'est de connaître vraiment le fonctionnement intime de chaque technologie pour pouvoir anticiper les dysfonctionnements ou les interactions médicamenteuses.
Mais très très rapidement, en quelques jours, on est très vite familiarisé avec les technologies. Autre question qui nous arrive, avec quel morphinique c'est le plus adapté? Alors, ça a été testé avec tous les morphiniques. Évidemment, quand la réponse de ces systèmes est tellement rapide que les morphiniques les plus adaptés, ce sont ceux qui ont, on va dire, la demi-vie contextuelle la plus courte. Et donc, évidemment, le rémifentanil, c'est le médicament de choix, mais on peut adapter l'analgésie avec tous les autres morphiniques. D'accord. Et même sans morphinique. Pour ceux qui n'utilisent plus les morphiniques, on peut parfaitement utiliser le monitorage de la nociception pour ajuster l'analgésie, même non morphinique. Alpha-2 agoniste, kétamine, ça pose pas de problème sur cette utilisation? Non, ça ne pose pas de problème. La lidocaïne, nous, on module la lidocaïne, par exemple, en fonction de l'ANI, et on a vu qu'on a économisé énormément. On a réduit presque de moitié les doses de même en lidocaïne? En lidocaïne, grâce au monitorage. D'accord, d'accord. Ouais. Et dans la pratique, toi, comment tu l'utilises au bloc opératoire? C'est pour tout? C'est pour la recherche? Raconte. Alors non, ça n'est pas pour la recherche. En pratique, bon, on a la chance d'avoir un équipement assez généreux, puisque toutes les salles d'anesthésie où je travaille sont équipées en monitorage. Et puis, on a établi des protocoles, des algorithmes pour adapter d'abord les morphiniques, et puis maintenant, puisqu'on n'utilise plus de morphiniques dans mon établissement, mais au début, on ajustait les morphiniques, et puis maintenant, on ajuste les analgésiques non morphiniques en fonction des variations de l'AMI ou de la pupillométrie ou du SPI, selon les cas. D'accord. Et puis, il y a une autre question que moi, en tant qu'expert de la douleur chronique, c'est de prévenir la douleur chronique avec... Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a une étude, on a envie, on sent bien que ça pourrait marcher, mais c'est encore un peu tôt pour dire ça ou... Alors, c'est un petit peu tôt. Il y a eu une étude qui vraiment nous a fait plaisir, parce que c'était la première fois qu'on montrait que grâce au monitorage, non seulement on réduisait l'utilisation des opioïdes péropératoires, mais aussi la douleur à 2 mois, à 3 mois de l'intervention. Il faut d'autres études, bien sûr, pour venir confirmer ce fait. En tout cas, c'est une piste de travail assez intéressante. Si on arrive comme ça, avec le monitorage, à réduire aussi la douleur chronique, on va diminuer peut-être le nombre de patients en consultation douleur chronique. Donc c'est une future voie de recherche, ouais. Ça. Et qu'est-ce que tu vois d'autre encore comme dans... Alors, encore à confirmer? Il y a énormément de choses. Ce qui se fait maintenant, ce qui va arriver dans les années à venir, ce sont des systèmes de boucle automatiques qui vont utiliser ces indices-là pour pouvoir administrer de manière automatisée les analgésiques péropératoires et puis libérer un petit peu l'anesthésiste de cette préoccupation-là, de cette tâche. Et puis voilà, comme ça, il aura le temps pour d'autres tâches ou d'autres monitorages, par exemple.